J'ai un terrible secret à vous révéler. Je vous préviens, c'est un secret qui pourrait vous tuer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Nous étions au manoir. C'était un après-midi pluvieux. Nous étions 4. Il y avait la femme de ménage, Elsa, 16 ans, venue de France. Elle était venue travailler ici. Mais n'étant qu'une femme, elle se retrouvait à effectuer des tâches ingrates ou peu estimées. Son large sourire et sa bonne humeur lui attiraient les bonnes grâces de ses patrons. Elle n'avait pas de quoi se plaindre, même si je ne pensais pas qu'elle soit destinée à autre chose qu'au mariage ou au secrétariat. Enfin, jusqu'à ce jour. Il y avait ensuite le major Collins McCollin, la cinquantaine grisonnante, vétéran de la Grande Guerre et qui avait gardé des séquelles de ses batailles passées, à savoir un cache-œil et une balafre, qui lui donnaient encore plus d'autorité, de légitimité et de charisme que toutes les médailles qu'il devait certainement garder dans ses tiroirs. Il était cynique, doté d'un esprit patriotique très marqué, et ne manquait jamais une occasion de faire savoir son point de vue sur les bienfaits de la colonisation ou d'une bonne guerre. Il y avait également l'éminent astronome Sergei Tchotchkovsky. Il était de tous le plus âgé, et semblait toujours être un puits de savoir infini. On pouvait le lancer sur tous les sujets, et il entamait des tirades qui pouvaient durer jusqu'à la fin de la soirée. Et quand il se trouvait un domaine qu'il ne maîtrisait pas, ou qu'il ne connaissait simplement pas, il avait la sagesse de rester tout ouïe, et il pouvait vous écouter avec un silence et une attention qui inspiraient, pour ce petit bonhomme grassouillet, un respect et une affection toute particulière. Enfin, dans la pièce, la dernière personne présente, c'était moi. Ai-je vraiment besoin de me présenter ? Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous savez autant que moi qu'il est inutile de vous donner mon nom ou encore ma profession. Nous étions donc tous les 4 dans le salon, et comme je l'avais déjà précisé, il pleuvait. Ce temps maussade nous avait forcés à repousser la partie de badminton, et pourtant je me faisais une joie d'y participer. En attendant, et pour tromper l'ennui, l'un d'entre nous avait suggéré de mettre à profit cette opportunité pour débuter une partie de Bogos, ce jeu connu de tous les gens raffinés. Alors j'aimerais vous prévenir sur la suite de l'histoire. Certains d'entre vous risquent de ne pas supporter le caractère violent des événements qui vont suivre. Je ne saurais que trop vous conseiller de passer à quelque chose d'autre. Bon, maintenant que vous êtes prévenus, je continue mon histoire. Alors que la jeune Elsa essayait de réaliser une passe de jet, je l'avais vu venir et m'étais assuré une bonne riposte, en plaçant contre Chum. J'étais certain d'avoir scellé la manche, du premier quartier au moins. Mais c'était sans compter sur McCollin, qui nous a sonné un Urdin et réclamé à Sergei sa réserve de quinzettes, probablement pour segmenter une famille. Sergei faisait son possible, lui, pour garder son calme, son sérieux, et surtout comprendre ce jeu qu'il n'avait jamais essayé auparavant. Pour une raison que j'ignore, je m'étais mis dans la tête l'idée de lui enseigner les rudiments du beau gosse. La version simple, et non avec les extensions de 1980. Cela reste pour moi un souvenir pénible. Nous étions toujours en train de jouer lorsque l'incident se produisit, aux alentours de 15 heures. Je pense avoir été la deuxième personne à avoir remarqué. La première étant Lisa. J'avais observé sur elle comme une grimace, comme un sentiment de dégoût. Puis ce fut au tour de Sergei de prendre un air assez dégoûté. Lorsqu'enfin toutes les personnes dans la pièce prirent conscience de la nature inhabituelle de la situation, il fallut nous rendre à l'évidence. Quelqu'un avait pété dans cette pièce. Elsa poussa un cri de terreur quand la puissance de la perlouse redoubla d'intensité, nous forçant à nous lever et à chercher une issue de secours. Je courus vers la fenêtre pour aérer la pièce, mais quelque chose m'arrêta. Une main s'était brusquement posée sur mon épaule. Le fait qu'elle avait surgi de nulle part, et qu'elle serrait si fort me faisant croire que mes os allaient se briser, me firent sursauter. Il m'a fallu beaucoup de courage pour tourner la tête, pour voir à qui appartenait cette main. Avec soulagement, je reconnus le visage de McCollin. Avec frayeur, je pus lire l'air grave et lourd sur son visage. « Fiston, me disait-il, n'ouvrez pas cette fenêtre, sinon... »« Sinon quoi ?» demandai-je. « Sinon quoi ?» demandait avec insistance Sergei. « Ouvrez par pitié, nous allons mourir. » McCollin serra sa main encore plus fort. J'ai eu peur qu'il ne me broie l'épaule. Il déclara d'une voix solennelle et grammatique. « Si vous faites ça, le monde pourrait... C'est trop dangereux pour le monde. Venez. »
Je compris alors. Macaulay voulait préserver la planète, quitte à nous sacrifier. Nous fûmes frappés de stupeur. Cette possibilité nous avait échappé et grâce au sang-froid du major Macaulay, nous avions évité le pire à l'espèce humaine. Mais nous allions mourir ici. En héros de l'ombre certes, mais nous allions périr dans ce gaz. Il fallait agir. Sergueï agrippa la petite Elsa qui manquait déjà de s'écrouler et l'emmena hors de la pièce. Rassemblant nos forces, le major et moi tentions également d'atteindre la sortie, mais nous étions plus loin de la porte. Je ne voyais plus rien. Ma vision s'étant trop troublée. Je sentis la main de Macaulay sur mon épaule s'affaiblir. Même lui commençait à montrer des signes de fatigue. Nous avions parcouru quelques mètres peut-être, mais n'ayant plus aucune force vitale, nous nous écroulions sur le sol. Je sentais que j'allais perdre connaissance. J'allais mourir. J'ai eu une dernière pensée pour ma mère et pour mon père. Leurs visages se perdent dans les abîmes de ma conscience vacillante. Une voix me rappelle d'entre les morts. Je vois le sol qui s'éloigne. Regardant autour de moi, je vois Macaulay sur ma gauche, et j'aperçois Sergueï qui a dû revenir entre-temps sur mon flanc droit. On va me sortir de là. Je vais survivre. Je dois trouver la force de marcher. Non, trop difficile. Je trébuche. La voix enrouée de Macaulay me donne des forces. On va vous sortir de là, fiston. Accrochez-vous. Je pousse mes pieds de façon désarticulée, espérant ainsi avancer vers mon salut. Mais je ne me rappelle plus vraiment comment je m'en suis sorti. Je me souviens être resté assis sur une chaise, pendant un certain moment même. Reprenant peu à peu mes forces, je pus observer les autres condamner la porte menant au salon, bouchant les interstices avec ce qu'ils pouvaient, à savoir des manteaux, des serviettes trouvées ici et là. Lorsqu'ils eurent fini, ils s'assurèrent de mon état avant de partir faire un tour dehors. Elsa m'invita à me reposer sur ses épaules pour marcher. Mais il m'a fallu refuser son offre. Son corps est trop frêle pour ma grosse masse, et je risquais de passer pour un homme faible. La pluie est intense. Impossible de sortir avec un temps pareil. Nous nous résolûmes à rester un instant devant la porte. Macaulay sort une pipe de sa veste et l'allume. Sergueï observe les étoiles comme s'il voulait les compter. Après s'être assuré de mon état, une dernière fois, Elsa part s'adosser contre une colonne, à 2 pas de moi. J'observai chacun d'entre eux avec curiosité. Lorsque mon regard croisa celui du major Collins Macaulay, il me fit un signe approbateur. « Vous aussi, vous vous posez la question ?» Je frémis, et l'espace d'un moment, j'avais l'impression qu'il avait pu lire dans mes pensées. Mais après tout, qui ne se poserait pas la question? Elsa s'était retournée pour nous faire face, effrayée. Sergueï s'était également retourné. Après un moment, il prit la parole. Et si ce n'était personne? Nous le fixons d'un air intrigué. En guise de réponse, il continue sur cette affirmation. Oui, personne, ou plutôt quelque chose d'autre. Macaulay, tirant sur sa pipe, posa la question suivante avec tout le calme qu'il pouvait rassembler. Comment est-ce possible, professeur? Et les paroles de Sergueï furent les suivantes. Avez-vous songé à l'immensité de l'univers? En plus de cela, ajoutez le caractère limité de nos capacités de perception. Peut-être... non, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'il existe sur cette planète ou dans l'univers des créatures capables de voyager d'une galaxie à une autre ou encore provenant d'un autre plan astral. Notre intellect limité ne pourrait supporter de comprendre ou de rencontrer de pareilles créatures. J'ai alors remarqué qu'Elsa s'était rapprochée de moi. Je lui offre mon bras, en gentleman que je suis. Voyez-vous, mes amis, nous avons eu la preuve que notre Terre n'était pas plate, que l'univers s'étendait au-delà du ciel, et cela grâce à nos avancées technologiques toujours plus prometteuses les unes que les autres. Mais gardez bien en tête que nous n'avons à peine compris l'ampleur de tous les mystères qui nous entourent. Rien ne nous dit qu'une forme de vie s'est manifestée plus tôt, et que nous, simples créatures aux habitudes limitées, nous étions incapables d'en saisir tous les sens. Nous observions la galaxie depuis la porte,
réfléchissant à ce qui s'était passé, avec l'impression d'avoir effleuré l'essence de l'univers et la sensation d'avoir atteint un nouveau stade d'éveil de soi. Nous refermons la porte et repartons nous coucher. Cette maison est plutôt grande. Il y a 3 étages et autant de pièces. Si jamais aucun d'entre nous n'avait pété, il serait facile pour un autre individu de s'être introduit et d'avoir tenté de nous tuer. Dans ma chambre, je me remémore les paroles de Sergueï. Il nous avait rapporté des récits de voyageurs de l'au-delà, d'êtres venus d'ailleurs et d'univers existant entre les univers. Mais aucune de ces hypothèses ne répondait vraiment à cette question. Qui avait pété? Dans la nuit, j'entendis quelqu'un qui allait et venait. Ce quelqu'un cherchait à se faire discret, car on distinguait à peine le bruit de ses pas. Le bois grinçait sur ses pieds. Je ne parvenais pas à établir l'itinéraire qu'il prenait. Je compris ensuite qu'il venait vers moi. Il devait se tenir juste derrière ma porte. Je frémis. Il est 3 heures du matin. Il frappe 3 coups. Qui cela pouvait-il bien être? Le tueur? Le voyageur venu d'une dimension lointaine? Je cherchais à attraper une arme pour me défendre. Je ramassai un exemplaire de la Bible. Il n'y avait rien d'autre. Approchant lentement de la porte, j'écoute, pour déceler derrière toute trace de malveillance, un bruit, un son, n'importe quoi. Mais mes yeux ne voient qu'une porte et mes oreilles n'entendent que la pluie dehors. Lorsque les coups se répétèrent, je ne pus retenir un cri de stupeur, et pour me ressaisir, je me raclai la gorge pour déclarer avec la voix la plus grave possible: Qui est-ce? Qu'est-ce que vous voulez? Une petite voix timide répond: C'est Elsa. Elle n'arrive pas à dormir seule. Elle n'arrive pas à dormir seule. Elle me demande si elle peut passer la nuit ici. Comprenant la raison de sa détresse, je pris une décision. Elle pourrait dormir avec moi cette nuit, mais je devais me comporter en gentleman. Une seconde, je dois m'habiller. Il fallait que je porte mes plus beaux vêtements. Ainsi, pensais-je, je lui ferais comprendre mon statut. Après avoir revêtu mon costume le plus sobre, à savoir un pantalon assorti à ma veste en coton, complété par la chemise en laine, je lui ouvris. Elle avait mis sa plus jolie robe d'été, semble-t-il. Je vis sur son visage un maquillage que je ne lui remarquais pas d'habitude. Je ne m'y connais pas en coiffure pour femme, mais j'ai juste compris qu'elle s'était faite belle. Pas pour moi, pour elle, j'imagine. Ne trouvant pas le sommeil, ayant trop peur de mourir toute seule, elle s'était rapprochée de moi pour, selon ses paroles, passer la nuit côte à côte, et nous ensemble. Une invitation qui me parut raisonnable à la lumière des événements de la journée. Cependant, il me semblait important d'écarter tous les risques de malentendus au regard de la société. Nous avons passé la majeure partie de la nuit dans le même lit, côte à côte, mais avec un exemplaire de la Bible entre nous deux. Je l'avais placé moi-même, et elle m'en remercia. Je lui racontai mes passages préférés, et elle me parla de son pays. Un bruit nous fit sursauter, des pas, que les grincements du parquet trahissaient comme lorsqu'Elsa était venue. Je bondis hors du lit, prêt à m'approcher de la porte. « Attention » chuchota Elsa. Je ne voyais pas de souci à la protéger. Mais la raison première de mon geste était sûrement la volonté de ne pas mourir dans un lit avec une jeune fille de 16 ans. J'aurais jeté le déshonneur sur ma famille. Et puis sur la sienne aussi, bien sûr. On frappa à la porte. Je me saisis de la Bible, prêt à frapper. La voix de Sergueï Tchoutchotchkovski nous parvint à travers la porte. « Mon vieux, vous êtes là ?» J'ai frappé à la porte du majeur, mais il ne répondait pas. Il a dû entendre Elsa venir. Il voulait sans doute s'assurer qu'elle aille bien. J'ouvris la porte en grand, et l'exemplaire de la Bible, couverture visible, bien en évidence.
Il est habillé en costume très chic, mais certainement les vêtements qu'il doit porter pour les mariages et les soirées de gala. Il tient un télescope dans la main. Il nous observe de la tête aux pieds. Vous faites quoi avec la petite ? Je n'aimais pas ces insinuations, et je lui montre le livre en guise de réponse. Elle voulait relire des passages de la Bible, Sergueï. Venez vous joindre. Sergueï rentre dans la pièce avant que je ne termine ma phrase. Volontiers, j'ai apporté ce télescope si vous avez des questions à propos de l'univers. Nous acceptons volontiers sa proposition de le recevoir parmi nous, et nous lui faisons une place sur le lit. Malheureusement, le lit était un peu trop petit. Ainsi, après concertation, il fut décidé d'échanger les places. Étant tous les deux des gentlemen, il nous parut évident que la meilleure solution, afin de garder nos réputations intactes, était de placer Elsa sur le fauteuil. Afin de nous endormir, nous nous racontions des histoires. Je décris les paysages qu'il m'avait été donné de voir durant mes périples, des gens peu communs que je peux rencontrer lors de ces voyages, dans des pays si lointains que le simple fait de prononcer leur nom ressemblait déjà à une invitation à l'évasion. Sergueï nous raconta alors pourquoi il avait toujours rêvé d'être un astronaute, de partir explorer l'espace. Il nous expliqua comment il s'était contenté de devenir astronome lorsqu'il dut renoncer à ce rêve tôt. Elsa écoutait avec un grand silence, certainement avec une once de jalousie. Il devenait évident qu'elle allait commencer à pleurer. Après tout, elle n'avait que 16 ans, sa vie ne faisait que commencer, et sa condition de femme, à notre époque, ne lui laissait pour seule ambition professionnelle que d'être gouvernante ou maîtresse d'école. L'entendant pleurer à chaudes larmes, je lui racontai qu'elle allait certainement s'en sortir, que le Seigneur, dans sa miséricorde, ne laisserait la brebis qu'elle était en état de détresse. Je continuai ainsi à lui faire de belles promesses d'avenir, un avenir plus juste et radieux, un monde qu'elle souhaiterait voir plus que tout. Dans un état euphorique qui me surprend encore aujourd'hui, je continuais à imaginer les bienfaits de laisser des femmes occuper des postes beaucoup plus importants au sein de notre société, de leur accorder le droit de vote, de leur permettre de choisir leurs époux. Comme à la fin de la guerre, il se trouvait que nous nous trouvions en pénurie d'hommes dans l'industrie et partout dans les rouages de la bureaucratie. Placer une femme ici et là était un geste plein de bon sens. Aujourd'hui, je ne pourrais pas dire si je croyais aux choses qui sortaient de ma bouche. Je me souviens avoir songé très fort à tous les avantages qui m'étaient dus et à ceux qu'on refusait à Elsa. Elle écoutait, réprimait ses sanglots, jusqu'à ce qu'elle parvienne à se calmer totalement. Elle s'était endormie peu de temps après nous avoir assuré qu'elle se portait bien mieux. Sergueï et moi-même, nous ne tardions pas à la rejoindre. J'adressai une dernière prière avant de fermer les yeux cette nuit. Peut-être que nous serions tous morts dans cette petite pièce le lendemain. Le lendemain, Elsa, Sergueï et moi-même nous réveillions dans ma chambre. Il semblerait que nous ayons survécu à cette nuit d'incertitude. Malheureusement, ce cher major McColling n'a pas eu la même chance que nous. On le retrouva sur son lit de mort, habillé en uniforme militaire, toutes ses médailles brillant encore dans mes souvenirs. Son image restera gravée dans ma mémoire. Les traits de son visage indiquent une douleur extrême. Il a dû mourir dans des conditions horribles. Sa peau avait changé de couleur, passant d'un rose vivant à du violet assez révélateur. Il a dû souffrir atrocement. Et lorsque la police nous demanda ce qui lui était arrivé, nous fîmes le récit des événements de la veille. Après cet événement, nous avions repris nos vies, chacun de nos côtés. Elsa était retournée en France continuer ses études. Sergueï partit quelque part en Europe pour devenir enseignant. Et j'étais parti faire un voyage au Brésil. Il semblait que la vie avait repris son cours normal. C'est ce que j'avais cru. Je suis sûr que Sergueï avait dû penser la même chose. On l'a retrouvé mort des années plus tard. Il donnait une conférence sur le danger des flatulences à forte acidité. Lui et ses 3 élèves sont morts avec la même expression que McColling, la peau violette. J'ignorais que Sergueï menait des recherches sur ce gaz. Le jour de ses obsèques, je revis Elsa une dernière fois. Elle avait grandi. Elle n'était plus la petite fille timide et apeurée qui s'était réfugiée dans mon lit.
Nous avions discuté de tout et de rien. Elle me parlait de ses projets, et elle insistait pour savoir où j'allais travailler. J'étais évasif sur la question. J'ignorais moi-même où demain me mènerait. Mais aujourd'hui, je me rends compte que j'étais bien aveugle et stupide. La réponse a toujours été devant moi. Et maintenant que j'y pense, Elsa avait beaucoup insisté sur ce que je savais sur les travaux de Sergueï. Je n'avais pas relevé ce détail à l'époque, et encore moins soupçonné quoi que ce soit à ce moment. C'est lorsque j'ai reçu un colis de la part du défunt professeur Sergueï Tchotchotchkovski que la vérité m'apparut enfin claire. Mais maintenant que je détiens la vérité, il m'est aussi inutile d'en parler à qui que ce soit. Elsa Mago est aujourd'hui la présidente de l'Europe, et elle s'est entourée de relations haut placées qui contrôlent autant les médias, les forces de l'ordre que la justice. J'ai les mains liées. Ma voix ne se fera jamais entendre et je suis obligé de me cacher. Si jamais elle me retrouve, je suis mort, car j'en sais trop. Et si jamais vous lisez ceci, sachez que la présidente de l'Europe peut vous retrouver. Maintenant, vous savez qui a pété.